on ne peut pas toujours l'écarter. L'idée, c'est vraiment venir le contrôler. Et c'est ça, donc se contrôler les risques, donc de maîtriser les dangers afin de contrôler ces risques. Donc, comment on va procéder? Donc, le moment où on a un danger, donc voilà, donc il y a très simple, donc on a cette obligation donc de un candidat qui veut prendre son permis de conduire, donc il va automatiquement un jour conduire une voiture. Donc ça va venir. Donc le moment où il va commencer, bien sûr, il va essayer d'apprendre. Donc voilà, il y a un danger qui est l'énergie cinétique de cette voiture qui peut provoquer des conséquences qui sont l'accident. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va ajouter plus de maîtrise. Donc, on va lui assigner un coach, un accompagnateur, donc qui va lui guider, qui va lui demander de réduire la vitesse, peut-être la viser en cas de problème. Il y a l'environnement, donc peut-être dans un premier temps où la personne ne maîtrise pas, il vient d'être initié à la conduite, donc pas nécessaire de réaliser ça en plein milieu de la ville, en plein embouteillage. Donc, on va peut-être aller dans une zone avec moins de circulation. Donc, on a réduit plus ou moins la probabilité et même la dangerosité parce que il y a beaucoup moins d'utilisateurs de la voie. Donc, l'idée, ce que vous devez comprendre pour bien réaliser votre projet, c'est que dans un premier temps, donc dans le chapitre 2, on a fait une évaluation. Donc aujourd'hui, on a fait une évaluation. Donc on a divisé le risque en conséquences et en probabilité. On a pu évaluer la probabilité de l'événement indésirable et ensuite on a évalué également la sévérité de la conséquence. Maintenant, naturellement, basiquement, si on veut réduire le risque à un niveau acceptable, on va jouer sur les deux paramètres, soit sur la probabilité, donc tout simplement, on va venir réduire la probabilité de l'événement indésirable, même s'il s'agit d'un événement avec une gravité majeure. Une intervention en hauteur, c'est un événement qui restera toujours un événement de grande gravité, parce que la chute d'une hauteur de 40 mètres ou de 50 mètres, il est toujours mortel. Donc, on va jamais pouvoir éliminer ce danger. Donc, dans une société, par exemple, de cordistes, par exemple, il y a des sociétés qui interviennent sur corde, c'est la base de leur métier. Donc, venir leur dire éliminer le travail en hauteur, c'est de leur dire arrêtez votre activité. Euh, la même chose pour la construction, les gestions les constructeurs, du génie civil. Donc, on ne peut pas leur demander d'éliminer le danger de travail en hauteur. Donc, le travail en hauteur ou soulever des objets en hauteur elle restera toujours. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la probabilité. La deuxième, c'est évidemment, on peut également réduire la conséquence, donc réduire la criticité de la conséquence si on a cette possibilité. Et parfois, ce qu'on utilise généralement, c'est de travailler sur les deux. Donc, le risque peut être réduit en réduisant une petite quantité sur la conséquence et une autre sur la probabilité. Donc, on va voir quelques exemples. Ici, il y a une intervention, c'est clair, une intervention de scie de coupe de bois. Donc, on a ceci-là qui est vraiment cette plaque tranchante, donc avec une rotation importante. Donc, c'est un danger, hein, cette machine. On peut juste dire le danger des machines. C'est une machine dangereuse. OK? Donc, toute intervention sur cette machine, il y a ce danger. Donc, l'événement, c'est le risque de venir en contact avec un objet tranchant et se voir couper un doigt. Donc, ça, c'est le danger. Maintenant, la probabilité, donc le danger, il est élevé, il y a de l'amputation. Juste pourquoi on va qualifier un danger de conséquences graves, on peut juste faire une petite référence à l'OSHA, par exemple. L'OSHA définit les accidents graves comme étant les accidents fatals, mortels, les accidents avec amputation, tout ce qui va produire une amputation d'un membre du corps, un pied, une main, un doigt, peu importe. Et l'amputation, la perte d'œil également, ça fait tout danger qui peut provoquer la perte de la vue.
hein, vu l'importance de la vue, donc une projection de produits chimiques ou autres, et l'hospitalisation pour plus de 3 jours. Pas l'arrêt de travail, mais l'hospitalisation, ça veut dire que le danger, que la conséquence. Donc, le moment où on a des dangers ou des événements qui peuvent provoquer ce genre de conséquences, on peut qualifier ça et lui donner la grande évaluation de 5. Le fait d'absence sur la machine, on ne trouve aucun équipement de protection, même en estimant, en espérant que l'opérateur il est très expérimenté, il a des centaines, des dizaines d'années d'expérience dans ce métier-là. Bien sûr, il y a toujours un risque par manque de concentration. On a vu que il suffit de ne pas être bien concentré, donc dans les facteurs humains. Donc, on peut pas juste par manque de concentration, tu as ton doigt coupé. Donc, on va venir ici, donc bien sûr, et on va corriger. Donc, désolé, c'est parti trop vite. On va corriger. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout simplement une protection, qui est une obligation légale de protéger les composants dangereuses de la machine. Donc, une simple protection. On va constater quoi? Qu'on n'a pas réduit la conséquence parce que le danger, comme j'ai dit, il est le même. Donc, imaginez, c'est une machine, il va garder toujours sa dangerosité. Mais en termes de risque, on a réduit le risque de la machine au moment où on a ajouté cette protection physique. Ça peut être amovible. On sait, on voit que ce bras-là, il peut bouger. Maintenant, est-ce que ce mouvement-là va conditionner l'arrêt si on enlève cette barrière, la lame va s'arrêter? Si oui, c'est encore davantage, on peut réduire encore davantage la probabilité. Sinon, donc, on peut dire que l'opérateur, à un moment donné, pour débloquer une situation, il peut soulever, mais sans vraiment arrêter la machine. Donc, je peux juste laisser sur 3 ou sur 2. Donc, le moment où il y a un comportement humain de dépassement ou de chinte ou de franchise de règles, donc je ne réduis pas d'une manière significative la probabilité parce qu'il y a toujours une probabilité. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on peut atteindre le niveau vert, même en maintenant une dangerosité très, très importante. C'est le cas, par exemple, comme je vous ai dit, des centrales nucléaires, donc qui ont la dangerosité la plus importante, et pourtant ils sont là. Ça fait maintenant sauf catastrophe naturelle majeure qui peut générer des accidents de ces centrales. Ça fait longtemps qu'on n'a jamais entendu, qu'on n'a pas parlé d'accidents de centrales nucléaires. On sait très bien qu'ils sont dangereux. On a toujours des échanges sur la l'éligibilité ou l'importance de les garder dans plusieurs pays, notamment en France, mais ils sont toujours là. Ça veut dire que il y a une certaine maîtrise. La deuxième, c'est vraiment d'aller uniquement jouer sur la gravité. Donc, comme vous voyez là, donc on va maintenir le même scénario de travail, les mêmes équipements de protection, mais on va réduire la dangerosité de la matière, un produit avec moins de solvant qui, en cas de projection, il ne va pas provoquer. Donc, on va maintenir le même scénario d'accident qui est projection de produits chimiques sur le visage qui peut arriver avec une probabilité au début qui restera la même de 3, mais juste changer la probabilité, la dangerosité. Et la dernière, c'est vraiment, comme j'ai dit, on peut travailler sur les trois, sur les deux, donc en réduisant la probabilité et la conséquence. De cette manière, on aura ce qu'on appelle le risque résiduel. Euh, donc, dans votre analyse de risque, vous devez pour chaque action préciser, et c'est ça ce qu'on va voir la semaine prochaine dans l'exercice, vous devez clairement mentionner ou ça doit être clair que l'action que vous avez intégrée comme action supplémentaire a vraiment permis de réduire le facteur de probabilité ou de gravité. Ça veut dire, faut pas, par exemple, dans un travail en hauteur, dire on va équiper la personne par un harnais de sécurité et venir réduire la probabilité. Sachant que à porter des EPI, ça réduit la dextérité des personnes, l'ergonomie de travail, et peut vraiment faciliter
ou augmenter la probabilité de chute. Mais il a un rôle à jouer en cas de chute pour prévenir ou pour réduire l'impact de la chute par des absorbeurs d'énergie. Donc voilà, donc et pour pas laisser la personne heurter le sol ou d'autres objets sur le chemin de la chute. Donc c'est ça le plus important pour vous, c'est vraiment pouvoir faire cette distinction vers le risque résiduel. Quelle action, quel paramètre et le risque. Le risque que je vais avoir également, euh, je dois l'évaluer. Okay, c'est par rapport à une référence et dire est-ce que mon risque résiduel est acceptable ou pas, est-ce que je peux continuer, c'est ça ce qu'on va vous communiquer, une matrice des risques et dans la matrice, vous devez mentionner clairement à partir de quel niveau vous considérez que le risque il est de nature acceptable. Maintenant, la théorie, donc pour réduire ou pour maîtriser, pour ajouter des actions pour maîtriser le risque, on va pas faire ça d'une manière spontanée, d'une manière improvisée, mais il y a une démarche. Donc, on va partir d'abord parce que disait qu'on a Camara, c'est l'élimination. Il a beaucoup parlé d'élimination. Il faut savoir que c'est la première réflexion. C'est oui, donc on a un danger dans notre activité. Donc on a dit que le danger, il est là pour une raison. Hein. S'il n'y a pas de raison ou la raison ne justifie pas sa présence, imaginez une grande quantité de produits. Euh, on a dit que le risque, par exemple, d'incendie est lié à la quantité de produits inflammables. Si vous avez une grande quantité de produits inflammables stockés sur le chantier, alors votre activité ne justifie pas cette quantité. La première des choses, c'est d'éliminer une partie de cette quantité. Hein. Ou au moins, si on ne peut pas éliminer, on peut réduire. Hein. C'est le deuxième, c'est réduire. Si on n'a pas euh, les aérosols, par exemple, vous savez, les bouteilles de dégraissage contiennent un produit dégraissant. Ils sont alimentés, la pression d'Elhom, il est faite par des gaz. Les gaz parfois, il y a des gaz qui sont inflammables, il y a des gaz inertes qui ne sont pas inflammables. Mais le gaz, qu'il soit inflammable ou non inflammable, cette dangerosité de ce gaz n'a aucun rôle à jouer. Donc, c'est juste une question de prix. Hein. Le fait de mettre dans l'aérosol un gaz inflammable, il coûte moins cher qu'un gaz inerte. Donc, pour vous, c'est un danger supplémentaire dont vous n'avez pas besoin. Donc, il faut penser dès le premier temps à éviter l'utilisation carrément des bouteilles, des aérosols contenant des gaz inflammables donc, et préférer l'utilisation des gaz. Donc ça, vous allez substituer, hein, soit réduire, soit substituer, soit éliminer carrément l'utilisation. La troisième, c'est prévenir le contact. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Donc, on va venir mettre des barrières physiques pour prévenir le contact. Donc, le danger, on va le garder, le même avec son niveau de dangerosité, de conséquence, mais on va juste venir mettre en place des barrières techniques d'ingénierie pour prévenir le contact. Dans vos véhicules, par exemple, vous conduisez des voitures, il y a de l'explosion. Il y a même de l'événement indésirable, pas indésirable. Il y a de l'événement dangereux. On appelle ça des moteurs à explosion. Donc là, c'est une explosion qu'on cherche. Si vous allumez, vous démarrez et que le moteur ne démarre pas, c'est mauvais pour vous. Donc c'est une explosion contrôlée. Hein, vous êtes protégé dans votre cabine, donc à l'intérieur de l'habitacle, hein, là où vous êtes en train de conduire, vous êtes protégé contre le danger d'explosion. Hein, même le danger même il y a de l'étanchéité. Hein, les câbles, vous savez, les fabricants des câbles automobiles, ils galèrent, je vous jure qu'ils galèrent avec l'étanchéité. Parce que faire passer un câble de l'habitacle, de l'intérieur de la voiture vers les moteurs, on crée des espaces de fuite. Donc, c'est naturel, hein, le fait de crier, de mettre
un trou hein, entre le moteur et les tableaux de bord, ça crée automatiquement un trou. Hein. Et les fabricants des harnais de câbles, ils galèrent à trouver des solutions innovantes, moins coûteuses, pour assurer l'étanchéité entre ces deux environnements. Sinon, les fabricants des voitures ne vont jamais acheter des câbles qui vont provoquer la fuite, qui vont favoriser la fuite. Et c'est là, maintenant, par exemple, si vous achetez une voiture d'entrée de gamme, à un moment donné, vous allez respirer les gaz d'échappement. Hein. Vous allez commencer à sentir qu'il y a du gaz à l'intérieur. C'est pas agréable à sentir en conduisant. Donc voilà, donc ça c'est prévenir le contact et même avec ce gaz, hein, ce contact c'est vraiment assurer l'étanchéité, assurer une protection. La quatrième c'est vraiment le safe system of work, c'est les procédures, c'est l'administration, c'est des règles. Donc c'est là on will rely, on va faire confiance au comportement humain. On a dit qu'il n'est pas reliable. Rappelez-vous que la théorie des échecs humains, il y a plusieurs conditions qui vont favoriser le non-respect d'une règle. Juste faire attention entre deux, lorsque vous êtes sur la voie de circulation, faites attention le moment où vous avez une séparation physique entre les deux voies, les deux sens, et le moment où vous avez que le trait au sol. Euh, vous savez très bien que vous voyez ça, qu'il y a moins de dépassement. Hein. Personne n'osera aller dépasser une barrière physique entre les deux voies et passer de l'autre côté pour doubler dans un embouteillage. Et c'est le cas généralement lorsqu'il c'est seulement un trait, une ligne continue au sol. Donc ça, c'est le Safe System of Work. Ça veut dire que la commune n'a pas de budget et peut-être la voie ne le permet pas vraiment de mettre en place une barrière physique entre les deux. Imaginez que si les autoroutes étaient équipées de la même chose, le nombre d'accidents entre les deux voies, on fait juste une séparation par des traits, on peut vraiment imaginer des accidents catastrophiques. Donc, c'est la raison par laquelle le risque, il est très important. On doit d'abord mettre en place des préventions techniques. La dernière étape, c'est vraiment, ou le dernier issue, c'est vraiment de porter des EPI pour se protéger d'une manière individuelle. Donc, la différence entre Hado, les trois et ceux en bas, c'est vraiment le comportement humain. Hein, parce que porter des EPI ou respecter des règles, c'est vraiment, on fait confiance à un comportement humain. Par contre, actif. Hein, par contre, le latent, on peut le contrôler, on peut faire de l'inspection, on peut s'assurer qu'on a éliminé ou là, on a réduit ou là, on a prévenu le contact. Par contre, ces deux-là, c'est pas évident, c'est l'affaire de chaque jour, du continu. Donc, s'il y a moins de... Et ça s'appelle, donc, c'est de l'efficacité, hein, c'est de l'efficacité. Donc, we can reduce, we can eliminate, we can substitute between les dangers. On peut séparer, donc il y a des produits chimiques qu'on ne peut pas stocker avec d'autres qui ne sont pas dangereux. Il faut avoir un local. Le in-closing ou la prévention technique, c'est vraiment d'aller ajouter des barrières techniques conformes pour prévenir le contact. Et le Safe System of Work, ce sont des règles où on va demander à l'opérateur de travailler peut-être ici, hein, il n'y a pas grand-chose à faire que de s'assurer que le matériel est conforme et la manière de creuser ou il est conforme et qu'il y a des périodes de repos de l'opérateur. Donc voilà, donc ça, c'est le Safe System of Work. Et dernièrement, c'est vraiment porter des EPI, des protections individuelles. Donc voilà, donc ce qu'on a vu en termes de danger au début, donc on a un risque de glissade, euh, de circulation dans une zone dangereuse. Donc on peut mettre un affichage pour dire aux gens attention, il y a le risque de glissade dans cette zone-là. La même chose, on peut rien faire, par exemple, d'un point de vue technique pour réduire la vitesse des gens, sauf un système de sensibilisation des règles. Hein. On va mettre sur le chantier, attention, c'est pas comme pour les véhicules, hein,
Pour les moyens techniques, on a, hein, pour les moyens techniques, on a les dodanes. Hein, on peut dire, on peut mettre des dodanes, mais on peut pas mettre des dodanes aux gens pour, pour les pousser à ne pas courir. Donc, il suffit de mettre en place un système, mais vraiment aviser les gens, les sensibiliser, les former sur ce comportement. La même chose pour le risque d'avoir des moyens ou des équipements qui vont intervenir pour réduire la conséquence, c'est de vraiment s'assurer qu'il y a une maintenance, une inspection, un nettoyage de ces équipements, parce que ces équipements, sachant qu'on ne va pas les utiliser fréquemment, ils sont objets à la dégradation. Donc, parce que s'il n'y a pas un système, hein, je parle, s'il n'y a pas un système d'inspection qui est mis en place, personne généralement ne va venir les contrôler parce qu'ils font pas du c'est pas un objet, ce n'est pas un objet qu'on utilise au quotidien. À la différence, par exemple, si c'était une vanne normale de travail, peut-être chaque jour on aura besoin et en cas de panne, on va signaler. Sinon, pour ces équipements, on fait pas ça. Hein. Donc ici, c'est un scénario très simple présenté par Lioche, dans lequel on a une compagnie, donc une entreprise qui veut faire des travaux d'installation d'une conduite d'eau potable. Donc ils vont creuser un tranchée, donc toutes les opérations génie civil qui vont suivre. L'un des dangers majeurs auxquels ces entreprises sont exposées lorsqu'ils travaillent sur la chaussée, c'est évidemment, ils sont exposés à la circulation. Donc la circulation des véhicules et surtout quand il s'agit du highway, ça veut dire d'une autoroute, donc la circulation donc à haute vitesse qui atteignent généralement les 120 km voire plus, hein, c'est des personnes qui dépassent la vitesse de circulation. Donc donc la première réflexion, et c'est ça ce qui est demandé par la ISO 45001, par exemple, dans un cadre d'évaluation. Donc, il demande au manager de d'abord évaluer. Donc, vous avez un danger. Le danger dans ce cas, c'est les véhicules. Est-ce que vous avez la possibilité de carrément l'éliminer? Donc, on a parlé du danger, l'accélération. Hein, rappelez-vous, l'accélération comme énergie. Vous avez devant vous des véhicules en mouvement. Donc, est-ce que vous pouvez éliminer ce danger? Oui, il y a une possibilité. Donc, oui, ça arrive. Souvent, vous allez voir, donc, dans les chantiers sur la voie, vous allez voir des déviations. Et c'est tout à fait normal. Donc, ça dépend du niveau de risque et du niveau des opérations impliquées. Donc, surtout dans les autoroutes, il y a la possibilité de passer probablement pas par une autre voie ici, peut-être, je sais pas le scénario, mais peut-être il y a une autre voie. Mais d'habitude, dans les autoroutes, là où il y a double voie, donc généralement, on découpe la deuxième en deux, et voilà, on autorise la double circulation, le double sens dans une voie, et comme ça, on peut travailler tranquillement sur celle où il y a des travaux. Donc ça, il y a cette idée de possible, c'est pas possible. Hein. Quand on a double voie, donc il y a cette possibilité qui est plus ou moins rapide. Sinon, dans une voie nationale où on aura besoin de creuser, donc ça. Mais s'il s'agit, par exemple, d'un projet de pont ou un tunnel, donc ça dépend. Et c'est ça la règle à l'ARP. Donc voilà, donc ce qu'on va faire par la suite. Donc l'élimination, donc c'est la première réflexion. La deuxième, on a dit, c'est essayer de réduire la dangerosité. Alors souvent, vous l'avez peut-être constaté chez vous, hein, peu importe le pays, donc il y a des travaux qui sont faits la nuit, hein, qui sont exécutés la nuit parce que oui, il y a une possibilité et c'est toujours le cas. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle opportunité, risque et opportunité. Donc un risque va amener à une opportunité et une opportunité amènera toujours à un risque. Donc le fait de travailler la nuit va probablement ajouter d'autres risques, mais c'est une question d'évaluation, donc de comparer le risque avec l'opportunité. L'opportunité dans ce cas, c'est qu'on aura moins de circulation, c'est naturel, que ce soit dans une ville ou à l'extérieur des villes. Mais sinon, le risque, bien sûr, il y a des actes malveillants, de vol, d'agression, de manque de visibilité. Donc, on doit étudier tout ça et prendre le choix le plus judicieux pour pouvoir continuer. Donc voilà, c'est la deuxième, c'est vraiment réduire la dangerosité. La troisième option qui s'ouvre dans le cadre, on a vu, c'est la prévention du contact. C'est simple, c'est soit
des préventions techniques. Hein. Ça dépend du risque de circulation, ça dépend de l'ajout d'autres moyens de contrôle. Dans ce cas, on va seulement mettre une barrière d'affichage qui va de signalisation. Donc, ce n'est pas une barrière rigide. Et même la prévention technique, on doit analyser est-ce qu'on a besoin vraiment de mettre une barrière rigide, des blocs de béton pour vraiment parce qu'on a la vitesse. Sinon, si on a la possibilité, comme vous avez vu, qui a commencé déjà par la signalisation, de réduire la vitesse avant d'accéder à proximité du chantier. Donc voilà, donc on a cette possibilité de juste mettre des cônes de sécurité et ne pas aller vraiment mettre des blocs de béton pour faire une séparation. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle, ou le quatrième moyen ou ensemble de moyens, c'est le Safe System of Work, c'est la possibilité de mettre en place des consignes de travail, des procédures et des règles. Donc, c'est un ensemble de procédures principalement qui vont impliquer un comportement humain. Donc, on va diriger que ce soit des consignes aux usagers, donc aux membres du public, on va limiter la vitesse, on va leur demander de réduire leur vitesse, soit on va s'adresser à nos employés, on va leur demander de ne pas dépasser cette ligne de danger sans autorisation. Donc voilà, donc ça c'est une règle. Donc faut pas négliger donc ces consignes. Donc doivent faire l'objet de ce projet d'un plan de prévention avec l'ensemble des règles applicables au chantier. Donc notamment celle de ne pas franchir, de ne pas dépasser par exemple l'autoroute de bout en bout. Donc voilà, il y a plusieurs exigences et ça s'appelle dans ce système le Safe System of Work ou le système de travail en sécurité. C'est Désolé, un petit moment, s'il vous plaît. Désolé, je pense qu'il ne nous a pas encore rejoint, donc c'est Conan qui veut se connecter, il n'arrive pas à nous joindre. Voilà, donc on continue. Donc et la dernière option pour la moins efficace, c'est vraiment l'utilisation des équipements de protection individuelle, donc pour permettre aux autres usagers, c'est toujours avoir la réflexion qu'on parle toujours du danger, hein. Et le danger, dans notre cas, c'est la circulation, donc le risque est d'heurter l'un de nos employés ou le chantier. Donc ça, c'est le risque ou l'événement indésirable. Donc parmi les moyens de contrôle, c'est vraiment avoir des gilets de haute visibilité qui vont permettre d'être plus vus, hein, par les autres usagers. Donc voilà, donc ça c'est les cinq euh, moyens ou hiérarchie des contrôles des risques. L'idée derrière, majeure, principale derrière cette HOC, donc cette Hierarchy of Control, c'est que le risque l'efficacité de mettre en place des actions d'élimination des dangers sont les plus efficaces, hein. On ne parle pas d'efficience, on parle d'efficacité. Donc, les plus efficaces, c'est vraiment aller à la source et
d'éviter, d'éliminer carrément le danger. Par la suite, c'est de le réduire, prévenir le contact, mettre en place des actions de contrôle ou des consignes pour contrôler le comportement. Et finalement, le moins efficace, c'est les équipements de protection individuelle. Il faut noter que les trois premiers sont d'ordre technique. Ils sont considérés les plus efficaces en termes de généralité, donc c'est trois. Et les deux derniers, parce que principalement, ils font foi au comportement humain de respecter des consignes et de porter des EPI, ils sont les moins efficaces. Mais voilà, c'est ça l'ordre. Et l'idée, c'est de toujours le respecter, mais il faut bien sûr prendre en considération un certain nombre de critères. Et c'est la raison pour laquelle cet ordre n'est pas toujours respecté. Ok. Parce que on doit prendre en considération le nombre des personnes impliquées dans le risque. Est-ce qu'on peut faire confiance au comportement humain? Et ça, vous l'avez vu dans le premier chapitre, la première séance, que on peut pas vraiment. Donc, il y a différents niveaux. Chaque société peut avoir une culture différente et chaque individu, il est différent. Chaque travail, il est différent. Donc, les human factors. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à l'ensemble, dans l'ensemble des personnes, dans l'organisation? Donc, ça, c'est une question à poser. Est-ce qu'il suffit de donner une consigne pour qu'elle soit respectée? C'est pas toujours le cas. La fiabilité de la maintenance, par exemple, si on met une barrière technique et qu'elle tombe en panne juste après, on a besoin de la remplacer. Le coût, c'est un facteur majeur. Le coût de chaque solution, parce que un projet, il a un budget. Donc, est-ce que dans la limite du possible et dans le cadre raisonnable de mettre en place des actions de sécurité, on a les budgets nécessaires pour les mettre en place et l'efficacité de réduction de risque. Parce que deux solutions qui vont apporter plus ou moins le même niveau de réduction de risque, vous pouvez constater qu'on... Désolé, donc, un petit moment. On continue, désolé. Donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer que la réduction de risque soit justifiée. Donc c'est ça le plus important. Donc vous allez mettre en place des actions qui vont coûter, qui vont demander de l'effort. Donc il faut s'assurer que la réduction va avec. Donc, c'est ça. Donc, c'est très important de prendre en considération. Et l'idée de base, et c'est notre réflexion majeure, c'est de dire pourquoi je dois m'investir dans des actions d'élimination et non pas uniquement dans des actions simples de prévention, de contact, ou voire même d'équipements de protection individuelle, alors que j'ai le choix. Il faut savoir que dans l'absence d'une réglementation spécifique, par exemple, qui exige ça, par exemple, si j'ai bien l'article 285 dans notre code du travail marocain, donc il exige que les puits, les accès aux puits, autres ouvertures soient fermés. Donc, ça, c'est écrit noir sur blanc dans un cadre législatif et non même pas dans un cadre réglementaire de standard ou de normalisation. Donc, on n'a pas le choix. Donc, dans une usine, si vous avez des trappes, vous avez des puits, vous n'allez pas commencer à dire est-ce que je dois mettre en place une signalisation ou non, c'est légal.
Donc, vous allez être exposé à une responsabilité pénale si vous ne mettez pas ces actions qui sont demandées par la loi. Les escaliers, c'est écrit dans le même article 285, c'est écrit encore que les escaliers doivent être munis d'une rampe, d'une forte rampe, ça veut dire soit solide. Donc, et ce n'est pas le cas toujours. On constate que des escaliers, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de garde de main courante. Voilà, donc dans pas mal de bâtiments que j'ai visités, alors que c'est une exigence légale. Donc ici, on n'a pas, lorsqu'il s'agit d'une règle légale, on n'a pas le choix. Hein. Mais dans au-delà de ces règles légales dont on n'a pas le choix, le moment où on est dans une approche volontaire, on doit pouvoir faire ce choix. Et la règle internationale de la Convention 155, il est très simple, il parle de deux choses, il parle de reasonably et practicable. Il parle de tout ce qui est raisonnable, donc ne pas dépasser la mesure du raisonnable. Et ça, c'est l'approche raisonnable, ça veut dire on va impliquer tout ce qui est effort, tout ce qui est argent, tout ce qui est cost, tout ce qui est temps de réalisation de la solution. Donc, on va pas, par exemple, on est dans l'obligation, par exemple, de creuser ce tranché-là d'installation d'une conduite. Nous avons le temps du projet, il est de 2 semaines. Alors, pour créer une déviation avec dans les normes, il nous faut 3 mois. Parfois, c'est pas vraiment raisonnable. Il faut chercher à autre solution. Comme j'ai dit, c'est toujours dans l'approche volontaire. C'est une exigence légale. C'est si la loi, par exemple, de l'autoroute ou d'une loi de l'équipement, des ministères de l'équipement qui exige que ça soit aidant. Et la loi, ce n'est pas tout simplement tout ce qui est légal, même contractuel. On dit ça, hein, c'est le contrat, il représente un cadre légal. Donc, si votre employé, si votre maître d'ouvrage exige dans le cadre d'un travail chez lui, par exemple dans une usine, de faire le travail d'une manière, il faut respecter. Donc tout ça, c'est au-delà de tout ce qui est exigé par la loi ou par les owners de vos projets. Donc la règle, comme j'ai dit, c'est raisonnable. Donc on doit tenir compte du coût et de l'effort et du temps impliqué pour mettre en place la solution et de la practicability. Donc est-ce que la solution elle est pratique ou pas? Est-ce qu'il va apporter une solution vraiment ou pas? Parfois il peut y avoir des propositions venues qui viennent du membre du CODIR, d'un conseil, mais qui ne sont pas vraiment efficaces. Donc, il faut également jouer sur l'efficacité et la practicability. C'est vraiment, est-ce qu'on a, c'est ça, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est vraiment pratique? Est-ce qu'on peut le faire techniquement? Parfois, des solutions qu'on peut pas faire. Donc, l'idée, c'est de faire une comparaison entre les deux solutions. D'abord, on va commencer par l'efficacité, ce que vous voyez là en vert. Donc, il y a une solution qui va apporter une certaine efficacité. Hein. On parle, par exemple, de 80% de réduction de risque. Mais donc, l'effort, il est de 100% du budget alloué à la sécurité. Alors qu'une autre solution, il va apporter plus ou moins, au lieu de 80, 75 alors que le budget, il est 50% moins que celui. Donc, l'idée, c'est de sommer, c'est de faire cette réflexion entre les bénéfices d'une solution dans la réduction du risque et le temps, l'effort et le coût. Et voilà, se retrouver avec la solution la plus adéquate à mettre en place. Donc, il faut savoir que les auditeurs aujourd'hui de l'ISO 45001, pour respecter cette exigence-là, qui existe dans la norme 8.1.3 qui est relatif à la hiérarchie des moyens de contrôle dans la partie opérationnelle, ils vont demander des justificatifs de votre plan d'amélioration, de votre plan d'action. Donc, suite à une analyse de risque faite bien évidemment dans le chapitre 6, vous serez amené à mettre en place des actions. On va vous demander de mettre en place des actions, mais il faut les justifier. Pourquoi vous avez fait ce choix ou pas ça. Donc, et c'est là où vous devez avoir ce genre de tableau.
Donc, c'est ce genre de tableaux qui vont vous permettre de faire ce choix, cette justification. Parce que sinon, vous pouvez identifier un danger sans passer par une évaluation quantitative et dire, voilà, ce danger, j'ai, comme on a dit, un puits ou une trappe qui est ouverte, je mets en place une solution, je le cache avec telle ou telle solution. Donc voilà. Mais non, il faut passer par une évaluation et une matrice. Donc c'est là où sert ce genre de matrice, c'est pour répondre à cette règle de reasonably practicable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comparer le risque. Ok, c'est une comparaison du niveau de risque avec la solution proposée. Donc, et cela permet de faire la réduction. Donc, la solution que vous allez proposer, vous devez faire une réévaluation de risque compte tenu de ce que vous avez proposé comme action. Donc, et une fois que vous avez la certitude que vous avez atteint un niveau de risque qui est acceptable, donc la solution, vous la mettez en, vous la déployez comme vous voulez ou comme il a été décidé. Donc, Naya, par exemple, dans le cadre de votre projet, donc ce qu'on va attendre, une fois que vous avez fait la première évaluation et vous avez déterminé votre risque, il faut que l'action qui va suivre doit être alignée avec ces mots de guidance words. Yani, si vous avez un niveau de risque qui est de 12, par exemple, vous avez une probabilité de 4, très probable, avec une conséquence qui est plus ou moins élevée. Vous avez un risque de 12. Cela implique automatiquement que vous devez mettre en place des actions dans un temps spécifique. Donc, vous aurez 2, 3 mois à mettre en place la solution. Sinon, si le risque il est élevé, ce qu'on appelle le danger éminent et grave, dans ce cas, vous devez même arrêter l'activité et entreprendre des actions.